Yo yo yo! Merci à tous pour votre patience. Cette vidéo, comme beaucoup de mes vidéos, ne sera pas monétisée par YouTube. Vous avez remarqué que je ne me censure pas, que ce soit sur les termes que j'emploie ou dans mon montage sur les extraits vidéo que j'utilise. C'est comme ça, c'est mes vidéos et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, en fait. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais du coup, c'est relou, parce que je passe beaucoup de temps à écrire et à monter ces vidéos, et même si j'adore, c'est du temps et de l'énergie que je ne mets pas dans mon activité principale. Et malheureusement pour nous tous, nous vivons dans une saucisse capitaliste, et il faut bien manger. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir un Tipeee. Voilà. Si vous avez envie et surtout les moyens de soutenir la chaîne, allez-y y faire un tour, ça me touchera énormément et je vous mets le lien en description. Et dernière chose, avant de commencer, petit trigger warning. Cette vidéo va parler de violences sexuelles, de féminicide, d'inceste, de pédocriminalité, de violences conjugales, de violences policières, de racisme, ainsi que de meurtres et de suicides. Je vais aussi évoquer des erreurs judiciaires, des affaires réelles et des témoignages parfois très durs. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire des pauses, à regarder ça dans un bon environnement ou à passer carrément cette vidéo si les sujets sont trop sensibles pour vous en ce moment. Merci de votre attention et bonne vidéo. On est en 2019, je suis en voyage au Canada et sur la route, pour aller en randonnée ou au surf, je me rappelle plus, une copine propose d'écouter un podcast, celui raconté par Phoebe Judge, Criminal. Well, I was 13 and it was just a few days before my 9th grade year began. And I went out to check the mail, and there was a large manila envelope addressed to me. And of course, it's always exciting to get mail. But when I opened it up, it was page after page of black and white, photocopied, extremely graphic pornography. Dans cet épisode, Sarah raconte comment elle a été harcelée pendant des années, malgré plusieurs déménagements, par quelqu'un qui lui envoyait anonymement des images pornographiques ainsi que des messages obscènes. Elle n'avait aucune idée de qui cela pouvait bien venir. Et je me souviens qu'à peine l'épisode commençait et que Phoebe raconte Sarah says she grew up in a very sheltered environment. Her mother and stepfather were very active in their local evangelical church. J'ai tout de suite su que c'était le beau-père le coupable. C'est ma petite voix qui me l'a dit, je ne l'explique pas, et spoiler alerte, j'avais raison. Well, I think when I was a kid and he and my mom were first married, I felt pretty copacetic about him being my dad. But then, as years went on and as I became a teenager, I just would get kind of a yucky feeling about him sometimes. Si vous connaissez ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que je suis une grande fan de true crime. Livres, séries, films, que ce soit des documentaires ou des fictions s'inspirant du réel, c'est un genre qui me fascine. Il y a dans ces histoires quelque chose de brutal, d'horrible, mais aussi je trouve de profondément humain. Et ce n'est pas uniquement de la fascination morbide. Enfin, si, un petit peu, mais pas que. You sure about that? You sure about that? Comme le résument les chercheurs Mark Anderson et Matthias Claesen, les amateuristes de true crime sont souvent animés par la curiosité face au danger et par une vigilance défensive, c'est-à-dire le désir d'apprendre comment se protéger. When we were children, we would love to gather around a campfire and tell stories. And many of those stories were horrific things, and some stories are actually based in truth and then built upon that. And there was always the assurance that even though we were outside in the dark with a single campfire, no harm was going to come to us. Le true crime n'est pas qu'un divertissement. C'est aussi un outil qui peut permettre d'apprendre à gérer ses émotions, notamment la peur. Et quand on en regarde beaucoup, comme je le fais depuis 10 ans maintenant, on commence à observer des schémas systématiques de notre société. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'histoire du true crime en tant que divertissement, mais aussi sur les similitudes entre les affaires. Et nous parlerons aussi de ce que peut nous apprendre le true crime, à la fois sur nous-mêmes et sur la société. I think people love monsters. It's people projecting their fears. They want the reassurance that they know who the bad people are and it's not them. Alors déjà, un peu d'histoire. Il ne faut pas penser que le true crime est un genre nouveau, qui a vu son apparition avec Netflix, ni même le magazine Détective ou l'émission Faites entrer l'accusé. En réalité, cette fascination est bien plus ancienne. Dès 1488, en France, apparaient des sortes de feuilles d'infos vendues au public qu'on appelait des canards. Elles racontaient des événements marquants, rapportaient des faits politiques ou religieux d'envergure, des guerres, des catastrophes, mais aussi des crimes. À partir du XVIe siècle, ces récits deviennent très populaires. Ils sont vendus dans la rue, sur du papier de mauvaise qualité, parfois avec des images, et racontent des faits divers souvent violents, parfois même inventés, au point où le mot canard devient synonyme de fausse information. Mais surtout, ces histoires ne sont pas seulement lues. Elles sont aussi racontées à voix haute et même chantées pour être retenues plus facilement. C'est ce qu'on appelait des complaintes.
la méchante violette nausière, sans pitié pour leur misère, elle commit ce crime effrayant. On retrouve déjà tous les ingrédients du true crime actuel, du récit, du drame, de la mise en scène, et une vraie fascination du public pour les crimes. Au 19e siècle, la presse va amplifier ce phénomène avec des récits encore plus détaillés et sensationnalistes, cherchant à émouvoir et satisfaire la curiosité du lecteur. Aucun détail n'est épargné. La découverte du crime, son déroulement parfois imaginé, l'arrestation et le procès, voire l'exécution. En 1966, le romancier Truman Capote publie un livre intitulé In Cold Blood, de sang-froid en français, dans lequel il retrace le meurtre d'une famille de fermiers au Kansas. Pour mieux comprendre le crime, le romancier part à la rencontre des deux meurtriers. C'est la première fois que le récit se concentre sur les assassins plutôt que sur les victimes. Le livre devient instantanément un classique, se vendant à plus de 8 millions d'exemplaires et introduisant le genre true crime auprès du grand public. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre n'a cessé d'évoluer et de garder une certaine popularité à travers les époques. Les crimes mis en avant étant un reflet des peurs que chaque époque traverse. Au 19e siècle, dans l'Angleterre victorienne où la société reposait sur un ensemble de valeurs morales comme la famille patriarcale, la chasteté féminine et la répression de la sexualité, les crimes épouvantables de Jack l'Éventreur défrayaient la chronique alors qu'il narguait les autorités et échappait à la justice. Dans les années 70, aux États-Unis, en pleine deuxième vague du mouvement féministe occidental, avec la libération sexuelle et le droit de disposer de leur corps, on a vu apparaître de nombreux prédateurs repousser ces normes en attaquant des jeunes filles et jeunes femmes. Aujourd'hui, notre attention se porte à présent sur les violences de genre ainsi que la corruption des institutions. Le true crime ne date donc pas d'hier. Et on peut même s'interroger sur les formes qu'il a pu prendre par le passé, que ce soit au Moyen-Âge, durant l'Antiquité ou même auparavant. Mais d'où vient cette fascination pour les histoires criminelles? J'avoue avoir longtemps éprouvé une forme de honte à dire que je consommais et adorais le true crime, peur d'être jugée, moquée, peur d'être prise pour folle ou sadique, ou même d'être voyeuriste. Pourtant, je ne suis pas la seule. Les femmes sont en grande majorité celles qui consomment du true crime, et ce n'est pas seulement pour l'attrait au morbide. First time I really realized that not everyone was into true crime and not everyone wanted to hear what I thought were fascinating stories of how cold case murders were solved and all that is a friend of mine in the middle of a conversation when I was telling her all these exciting details yelled at me, "Will you stop talking about murder all the time?" And then I was like, oh shit. It's unreal, and it's a nightmare, and nothing in anybody's manual would prepare you for something like this. Mostly they're frightened, and I sense a good deal of anger. Against whom? Against anyone who would feel they had the right to walk into the middle of a young lady's life and disrupt it in this way. Des chercheuses se sont interrogées sur la fonction du true crime, notamment sur nos peurs et nos angoisses. En interrogeant des consommatrices de true crime, ces dernières ont répondu qu'elles se servaient de ces récits criminels de manière préventive. En prenant connaissance des situations de danger, il est plus facile de les reconnaître et d'y réagir si un jour elles y sont confrontées. Les récits de faits divers peuvent remplir une fonction similaire à celle des films d'horreur ou des montagnes russes. Offrir un espace sûr pour vivre et gérer la peur. Dans nos études sur les maisons hantées, nous avons constaté que les gens peuvent apprendre à réguler leurs émotions lorsqu'ils sont confrontés à la peur. De brèves poussées de peur peuvent même avoir des effets régulateurs sur le stress. De plus, les crimes réels peuvent servir à sensibiliser le public à la santé mentale, au traumatisme et au processus médico-légal. Ces récits offrent souvent une compréhension plus nuancée du comportement criminel, de la manière dont les crimes violents se produisent et des raisons qui les motivent. Ils mettent en lumière les failles du système judiciaire et montrent comment une même preuve peut être interprétée de manière très différente selon la personne qui raconte l'histoire. Can you tell the truth? Yeah. But anybody that's credible, what do you have to do? Nothing further. You have to destroy them. Le fonctionnement du cerveau humain privilégie l'efficacité. Il va faire des raccourcis et privilégie les informations qui confirment ce qu'il croit déjà. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Mais il y a aussi les biais de négativité, un mécanisme qui fait que l'on retient davantage les informations négatives car elles sont utiles à la survie. Pour se protéger et survivre, le cerveau va donc prioriser ce qui peut nous mettre en danger. C'est pour cela que certaines chercheuses parlent de true crime comme une fascination liée à la survie plutôt que comme une obsession pour le morbide. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Et c'est quelque chose que personnellement j'ai pu retrouver au quotidien. Par exemple, ce n'est qu'après avoir vu le documentaire Les femmes et l'assassin que je me suis dit que ça serait bien de faire attention à bien fermer la porte de mon immeuble en rentrant le soir. Un policier de la crime m'a dit « Patricia, fais gaffe, si une porte elle met 15 secondes à se refermer, il y a un type qui a le temps de s'engouffrer derrière. » C'est aussi en écoutant le podcast My Favorite Murder que j'ai adopté son mantra « Fuck politeness ». Parce que d'innombrables prédateurs ont utilisé la gentillesse, la politesse et l'empathie des femmes, ces normes et cette pression sociale inculquée depuis l'enfance, pour isoler et
d'attaquer leur victime. Dire non, suivre son instinct, surveiller son verre, éviter les situations shady ou risquées, aller à l'encontre des attentes sociales au risque d'être perçu comme mal poli, ça peut sauver la vie, en fait. She was a young, attractive, blonde girl, and he asked her words to the effect, I need some help. And ultimately, she gets up reluctantly because she's like head down and I can't believe I'm doing this, and then started walking back past me. She had this frown on her face like, I'm helping this guy when I should be just, enjoying myself on the beach. And the end result is she's no longer with us because of her being a nice person. Étant les plus exposés à ce genre de risques et de violences, il semble donc normal que les femmes consomment du true crime, à la fois pour gérer ses peurs, mais aussi comme une manière de se préparer à la possibilité de vivre ces situations. Et cela n'est pas si improbable vu la quantité d'affaires. Que les agressions, et les agressions notamment sexuelles et tout ça, ça concerne quand même essentiellement les femmes. Soit elles sortent pas de chez elles, ce qui est un petit peu compliqué, soit elles font comme toi. Elles se renseignent, elles intellectualisent, elles regardent un petit peu, est-ce qu'on peut repérer, est-ce que le profil d'un tueur, est-ce qu'il peut se détecter dans la rue? Méfiez-vous, est-ce qu'autour de nous il y en a? Et est-ce qu'à force de me documenter, peut-être je vais apprendre à les décoder et à les détecter? Loin du sensationnalisme des canards du XVe siècle ou de la presse contemporaine et de ses titres provocateurs, ce que j'aime dans ces documentaires, c'est la mise en abîme, le fait de prendre le temps de plonger dans une affaire, d'entendre les versions des accusés comme des victimes et de leurs proches. C'est le fait de revisiter des faits avec un regard neuf, parfois biaisé comme tout contenu, de reprendre les éléments d'un dossier, d'essayer de comprendre les motivations, des coupables comme des institutions. Très vite, il est révélé qu'à 13 ans, Shaina avait déposé plainte pour viol en réunion et qu'à 14 ans, elle avait subi un passage à tabac par vengeance contre ce dépôt de plainte. 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He's fucking going nuts. You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit out of me. Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on till the police get there, okay? Ce que le true crime m'a permis de comprendre, c'est que les faits divers ne sont pas des cas isolés, mais des phénomènes sociaux. Jamais simples, jamais binaires, avec un monstre et une victime, mais un enchaînement d'événements qui ont conduit au crime. I think you don't really know what happened if you don't consider the why. She killed 7 men. She readily said during that same time period, she had 400 Johns. She hadn't killed any of them. Why these 7? Si on regarde beaucoup de true crime, il y a quelque chose qui s'identifie rapidement. Les crimes ne sont pas aléatoires. Ils suivent des logiques, des schémas, et surtout, ils s'inscrivent dans des structures de pouvoir, avec la volonté d'exercer sa domination, ou au contraire, de reprendre le contrôle. The East Area rapist was not the most active. He was the most violent, from what we knew. He would break into the homes while they were sleeping. The sex was not his thing. The terror that he put in him was the thing. C'est un objet qui leur appartient. Alors évidemment, ils ne le formalisent pas comme ça. Mais je t'aime, je vais te tuer, tu m'appartiens. C'est ça, en fait, la logique qui se met en place. 3 días aproximadamente, o sea, que ella se fue, ya no regresó con él. Yo creo que en ese tiempo Rubí abrió los ojos, ¿verdad? Y se dio cuenta que no, pues él no era la persona que ella pensaba. Y es donde, pues ella le dice que lo va a dejar. Y pues él la mata. Les féminicides, par exemple, sont souvent précédés de violences invisibles, instaurées par le contrôle coercitif, comme des menaces, des micro-régulations de la vie quotidienne, pour instaurer un climat de domination et de captivité. Les violences conjugales commencent rarement par des coups, mais progressent petit à petit, passant par le contrôle, l'isolement et les humiliations. One thing we didn't realize at the time was that Rihanna had seen her mother be abused at the hands of her dad. I couldn't separate him as a husband from him as a father. When I got to him, yes, he was. And that's what I would want individuals to understand about domestic violence, is that perpetrators aren't terrible all of the time. And so that is really what makes it hard for victims to leave, because that's confusing. I never hit her at all, just push her and hold her down.
restrain her from hitting me. You know, I tell her this is not normal. I don't believe in violence, and you know, it's not ladylike to strike out. What I've seen in my practice and in my experience with abusers, there's two things. There's the absolute denial. The second thing is the abuse generally starts out the way it did in this case, with pushing and shoving. And the more it continues without the other person taking action, it just continues to escalate. Dans un premier temps, les sanctions, entre guillemets, sont faibles, et puis ça va augmenter petit à petit jusqu'à la menace, jusqu'à la violence physique et jusqu'au féminicide. Et la défense de Bertrand Cantat, on va d'abord jouer sur le fait que Marie pouvait avoir un comportement, je ne vais pas dire jusqu'à provocateur, mais est-ce que son comportement n'était pas susceptible de provoquer de la colère ? Les justifications des agresseuses aussi sont souvent les mêmes. Lorsqu'elles parlent de la victime, souvent une femme qu'elles ont battue ou tuée, et elles se présentent rarement comme unique responsable. Au contraire, et elles inversent le récit. La victime devient alors violente, menteuse, instable, manipulatrice. Elle serait motivée par l'argent, la vengeance ou la volonté de nuire à la réputation de l'agresseur. Et cette mécanique se retrouve dans de nombreuses affaires. Parmi les mécanismes psychologiques mis en œuvre par les auteurs de ce type de violence, il y a le fait de décrédibiliser la victime, de la faire passer pour folle, menteuse, hystérique, on l'entend très bien dans le documentaire. Il y a le fait d'inverser de la culpabilité et de faire en sorte que ce soit les victimes qui se sentent responsables. Et cette mécanique se retrouve dans de nombreuses affaires. Elle nous répondait que va voir ta femme, va voir ta femme, va voir ta femme, jusqu'à devenir complètement hystérique. En furie, hystérique, mais il ne pensait pas qu'elle puisse être comme ça. Et elle a continué, dans son hystérie, d'être bloquée sur le fait de la voir, cette femme si fantastique. L'idée que Marie Trintignant a rendu fou Bertrand Cantat parce qu'elle est hystérique, parce qu'elle l'a poussé à bout, on va la retrouver ensuite disséminée dans la presse. Un couple effectivement où malheureusement l'un des conjoints était violent, mais c'est pas celui auquel on pense. C'est-à-dire que malheureusement Alexia, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants à l'encontre de son compagnon. This is an unconscionable and gruesomely damaging manipulation of innocent children for vindictive and self-serving purposes. There's clearly a bias against women who made allegations of rape and sexual abuse against children. The level of skepticism of women's allegations of rape and sexual assault was almost monolithic. People don't want to believe that this could be happening in the context of a family. It's so awful to think that a father could be doing this to his child that we would rather assume we'll look for any explanation other than that being the truth. Anybody doesn't think, based upon what's happened so far, that the true motivation of these charges and these allegations is anything but money and the seeking of money, then they're living in their own Neverland. Mais ce mécanisme ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne de disqualification de la parole des victimes, surtout des femmes. Bien avant les tribunaux médiatiques ou les stratégies de défense contemporaines, il existait déjà des dispositifs institutionnels pour contrôler, punir, pathologiser les femmes jugées déviantes. Comme le montre Pauline Chanu dans son essai Sortir de la maison hantée, dans 80% des internements féminins à la Salpêtrière entre 1839 et 1844, la demande émane d'un homme. Ces hommes traquent les comportements déplacés des femmes de leur entourage, dénoncent celles aux vies dissolues, la police rafle les dépravés. Elles sont enfermées sous prétexte de nouvelles classifications psychiatriques, manie lubrique, fureur utérine, manie hystérique. Dans les archives, Véronique Blanchard, historienne et enseignante-chercheuse à l'université d'Angers, a retrouvé les traces d'inceste et de violences sexuelles subies par ces jeunes filles avant leur placement. Parfois, les victimes ont raconté leurs viols à la police, puis au juge. Mais la plupart du temps, ces viols se retournent contre elles et se transforment en motif de placement. Ils constituent la preuve de la précocité sexuelle des jeunes filles. Et cette logique continue aujourd'hui sous d'autres formes. It got a hold in the court system because it was easier to blame a mother than to blame a father for being an abuser. It was way more believable that a mother can be hysterical and angry and upset than a father could be an abuser. Autrement dit, même aujourd'hui, la parole des victimes reste plus facilement remise en question que celle des agresseurs hommes, en particulier dans le contexte de violences intrafamiliales. Dans le même temps, les documentaires True Crime permettent de mettre en lumière les méthodes d'approche des agresseuses, notamment à travers le grooming. On y voit comment elles choisissent leur proie, s'intègrent progressivement dans leur vie, dans leur quotidien, et parfois même dans leur famille. Il ne s'agit pas d'attaques soudaines, mais d'un processus long, construit, qui repose sur la confiance. Les victimes sont souvent des personnes jeunes, vulnérables ou isolées. Le grooming désigne le processus par lequel un adulte aborde
aborde intentionnellement des mineurs et les manipule à des fins sexuelles. Les groomers tentent d'établir un rapport de confiance avec l'enfant et leur famille en montrant de l'intérêt, en faisant des compliments, afin de l'amener progressivement à des questions et à des actes à connotation sexuelle. Le groomer encourage également l'enfant à ne pas parler de leur amitié sous couvert de notre petit secret. Ce mécanisme repose sur plusieurs éléments clés: la confiance, la proximité émotionnelle, le secret et la confusion. Et les témoignages sont particulièrement éclairants. You know, he started talking about how much he loves me. What this is us. How we show our love for each other. The other people are ignorant and they're stupid. And they'd never understand. If they ever found out what we were doing about this sexual stuff, that he and I'd be pulled apart, and that we'd never be able to see each other again, and that he and I would go to jail for the rest of our lives. Dat ik hem ontmoette tot het eind, dat tijdens een periode van een jaar of 2, 3 overheen gegaan. Van je 14e? Nou, 11, 12. En toen 12, 13. Yeah. It was very clear that his focus was entirely on me. And that felt really nice. I just felt like he really cared. And he became my best friend. He makes the child feel that the child is a part of it. I thought that because I liked him, it wasn't really abuse. He gives you focused attention. And I think at that age, you want to be important and you want to be noticed and loved. So there's powerful attraction. You know, I was very much in love with him. I thought he was magical. I felt I was the lucky one. That's where I was coming from at that time of my life. And, you know, I had trauma. You know, I had been raped 4 times, you know, around the age of 12 to 14 by people my family knew. And so I start thinking, who can I trust? And I trusted him. Ces récits montrent à quel point l'emprise peut être forte, et surtout à quel point elle brouille les repères de la victime. Ce n'est pas seulement de la violence, c'est une relation construite, manipulée, qui rend l'abus difficile à identifier, y compris pour celles qui le subissent. Et même lorsque les victimes parviennent à s'en sortir, la violence ne s'arrête pas là. Si elles ne correspondent pas à l'image de ce que la société se fait d'une bonne victime, leur parole est encore une fois remise en question. Leur comportement scruté, jugé, parfois discrédité. Comme si une victime devait être irréprochable pour être crue, comme si, au fond, une victime parfaite était une victime morte. People think that you deserve it, then that's how they're going to talk to you. If people think that you were asking for it, that's how they're going to treat you. If you have any inclination towards fame, they'll find it and they'll run at you with it. You have to have all of these structures and these pieces put into place perfectly so that an audience believes your performance of victimhood. Elle a toutes ces traces de griffures sur le visage, d'accord? Et en fait, en introduction, la médecin légiste indique on ne perçoit pas d'affect, de tristesse, de honte ou de sentiment de culpabilité. Shaina Hansi parle et se déshabille facilement. L'accueil et l'écoute des victimes, c'est un métier. Par exemple, quand on a des enfants qui se déshabillent trop facilement, on est alerté. On se dit « Ah, toi, tu as été sans doute traité comme un objet et tu te comportes comme un objet, c'est-à-dire qu'on te dit de te déshabiller, tu te déshabilles et pareil, pas d'affect, pas d'implication, tout est à distance, je me protège. » Ils ne sont pas là, en fait. Et là, je pense que Shaina, ça se voit, elle n'est pas là. Et donc, finalement, tout devient très cohérent, c'est-à-dire, elle n'a pas d'affect, elle ment, elle se déshabille facilement, c'est une fille facile, elle n'y connaît rien, donc c'est probablement pas un viol. Et là, j'ai envie de dire, son procès est fait. On retrouve alors, encore une fois, le même schéma. L'agresseur manipule, la victime doute, la société juge. C'est précisément cette mécanique que le true crime permet de rendre visible, en montrant non seulement les faits, mais aussi tout ce qui les entoure. I mean, I'm not an animal, I'm not crazy, I'm a split personality. I mean, I'm just a normal individual. Lorsqu'on parle de true crime, souvent la première image qui vient, c'est celle d'un docu-série de 6 heures sur un serial killer célèbre. Et c'est vrai que moi-même, lorsqu'on me pose la question et que je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, c'est un peu la définition que je donne. Mais là, justement, je prends le temps et j'aimerais debunker un point sur les serial killers eux-mêmes. He was the best guy around. What about the people he murdered? What murder?
Un peu comme le faisaient les canards du 19e siècle en amplifiant et en exagérant les récits, certains documentaires true crime ont tendance à dépeindre les serial killers comme des génies du mal, des monstres incompréhensibles, fous alliés mais fascinants. En fait, la réalité est beaucoup plus dérangeante. Comme l'expliquent de nombreux travaux en criminologie, et comme le rappelle très bien Grégoire Simpson dans sa dernière vidéo sur les serial killers, ils ne sont pas des génies du mal ou des justiciers de classe. Ils ne prennent pas leur revanche sur un système ou des personnes qui les ont opprimés, comme on le voit souvent dans la fiction, au contraire. Que ce soit un serial killer qui s'en prend à des jeunes femmes, un père de famille qui décide d'assassiner son épouse et ses enfants, un médecin qui abuse de ses patients, ou des figures religieuses qui exploitent les membres de leur communauté, on retrouve un point commun fondamental, les personnes qui commettent des violences sont très souvent en situation de pouvoir vis-à-vis de leurs victimes. Ce pouvoir peut prendre différentes formes. Il peut être lié au genre, à la race, à la classe sociale, à l'âge, au statut professionnel, ou encore à l'autorité symbolique. Dans les sociétés occidentales, ces rapports de domination s'inscrivent dans des hiérarchies sociales bien établies. Les hommes cisgenres, hétérosexuels et blancs, qui cumulent plusieurs formes de privilèges, sont donc surreprésentés dans certaines catégories de crimes, notamment les violences sexuelles. En France, par exemple, environ 90 à 94% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. À l'inverse, certaines populations se situent à l'intersection de plusieurs formes de domination, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Si un homme blanc cis-het occupe souvent le haut de cette hiérarchie sociale, une femme noire transgenre, elle, se trouve en bas, à l'intersection des dominations de genre et de race. Mais il y a aussi d'autres spectres de pouvoir à mentionner, comme la sexualité, la richesse, le validisme, la neuroatypie, la nationalité ou la situation administrative. Et cela a des conséquences très concrètes. We never found out who did it or cold case. They just didn't care. They were trans, outcasts, society doesn't want them. This is a very important case. This place should be packed. So there should be people standing outside that couldn't even get in the door. We had the gay marriage. Everyone was out for gay marriage. We used to march these streets up and down. We got arrested over here. We handcuffed ourselves to the thing. The privileged people, they got their gay marriage and now they're off. They're gone. And they've left the transgender community behind. What about the rest of the community? What is the T? Remember the T? LGBT, you know? Mais ces dynamiques de pouvoir ne sont pas figées. Elles peuvent aussi se rejouer à d'autres échelles, dans des contextes différents. Une femme blanche et bourgeoise sur son employé racisé, une mère exerçant une emprise violente sur ses enfants. Munchausen by proxy involves a caregiver who either feigns or actually induces illness in her children, and her goal is some kind of emotional gratification, looking for sympathy, attention, care, concern that she feels unable to get in any other way. It is a form of child abuse, first and foremost. Enfin, ces logiques de domination et de contrôle peuvent apparaître très tôt. Chez certains enfants qui développent des comportements violents, ceux-ci s'exercent souvent d'abord sur des êtres encore plus vulnérables. The first one I can remember is having an interest in those dead dogs on the side of the road, cutting them open and finding out what's inside of them. He started to explore things that are not normal, like animals, and think about animals. So that was the first that you can remember that you had a fantasy about looking at the inside of animal remains. All right, and then graduated to what it graduated to. Ce qui ressort de tous ces exemples, c'est que la violence n'est pas aléatoire, elle suit des rapports de pouvoir. Et c'est précisément en comparant de multiples histoires de true crime qu'il nous permet de voir que ce ne sont pas seulement des actes isolés, mais des schémas sociaux qui se répètent à différentes échelles. I had this overwhelming feeling of rejection that stemmed not just her, but everything. The tail end of that summer is really a blank. I mean, it was a nightmare for me. In there somewhere was a desire to have some sort of revenge on Diane. On dit souvent que les auteuristes de crimes violents sont des fous ou folles, mais les études en criminologie et en psychiatrie montrent que la grande majorité des auteuristes de crimes violents ne souffrent pas de troubles psychiatriques lourds. Une étude publiée dans The Lancet estime qu'environ 5% des violences peuvent être attribuées à des troubles mentaux graves, comme la schizophrénie ou des troubles psychotiques. Et surtout, c'est même l'inverse. Ce sont les personnes atteintes de troubles mentaux qui sont le plus souvent les victimes et non les responsables. Comme le rappelle la fondation Fundamental, les personnes atteintes de maladies mentales sont 10 fois plus victimes d'actes criminels qu'ils n'en sont les
les auteurs. Donc arrêtons de dire que les violeurs, tueurs et agresseurs sont fous. Non, ils ne sont ni fous, ni des monstres, ce sont des personnes ordinaires. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si ça vous intéresse. Alors oui, le passé des agresseuses est souvent marqué par des choses extrêmement dures, comme l'abandon, les violences, les abus, la pauvreté ou l'isolement. Il est rejeté, il est rejeté, il est rejeté, il est rejeté, il est rejeté. Her father would lock him in a closet and then bring him out and line him up and do corporal punishment on them. And guess who got the worst of the beatings? It was Uncle Joe. She says, my brother Joe got the worst of all of us. Father, he did some rough, cruel. The way he would beat you was he would make you strip nude first. So when the foot of the ironing cord hit you, it would just, all over your face, your back, everywhere. He would tell us, don't call me Dad, I'm Joseph. I never felt love from him. Les hommes qui comparaissent dans ces audiences sont bien souvent des hommes qui vont avoir différentes sortes de profils au plan socio-économique, donc ils peuvent venir de n'importe quel milieu. En revanche, le trait commun, c'est qu'ils ont tous baigné dans un univers où les violences font système. On l'a vu par exemple lors des enquêtes de personnalité des accusés de Mazan, mais ça ne suffit pas à expliquer et surtout ça ne peut pas servir d'excuse comme on a pu l'entendre. Si vous savez que vous avez été victime de violence et que vous avez un comportement que vous n'arrivez pas à contrôler, à cet égard, on va y revenir, c'est à vous d'interrompre le cycle de la violence. C'est sur vous que ça repose pour pas que les générations après continuent. Parce que la réalité, c'est que la majorité des personnes qui subissent des violences ne deviennent pas violentes à leur tour. I finally made the call to AVP. And the person was so understanding and knew what I was going through. I spoke with her for over 2 hours of what I was feeling. I felt supported, so I just wanted to give back. So I volunteered for the Anti-Violence Project. Fortunately for me, a space opened up at the administrative assistant, and from there I moved myself up to domestic violence counselor advocate. Help myself, my family, and the community. Autrement dit, subir des violences n'entraîne pas mécaniquement le fait d'en commettre. Les traumatismes, l'isolement, les violences subies, les logiques sociales ou institutionnelles peuvent expliquer certains comportements, certains mécanismes de domination ou de reproduction de la violence. Mais expliquer n'est pas excuser. Et en même temps, parler uniquement de responsabilité individuelle est parfois insuffisant. Parce qu'on vit aussi dans des systèmes qui punissent davantage qu'ils ne préviennent, qui accompagnent très peu les personnes violentes, qui rendent difficile l'accès aux soins psychologiques et où beaucoup de violences sont normalisées dès l'enfance. Ça ne retire pas la responsabilité des agresseuses, mais ça oblige à réfléchir plus largement aux conditions qui permettent à ces violences d'exister, de se répéter, parfois de génération en génération. Les tueurs justiciers à la Dexter Morgan, qui ne s'attaqueraient qu'aux méchants, n'existent pas dans la réalité. Dans la réalité, les agresseuses ciblent presque toujours des personnes plus vulnérables qu'elles. Et c'est peut-être là que le true crime devient intéressant politiquement. Parce qu'en observant ces affaires les unes après les autres, on ne voit pas seulement des individus violents, on voit aussi les systèmes qui les entourent, les institutions qui échouent à protéger, les biais qui orientent les enquêtes, les médias qui fabriquent des récits et parfois les mécanismes par lesquels le true crime lui-même peut reproduire certaines violences. He was portrayed as this white symbol of beauty, power, intelligence, and money. That's what that meant, that cover. That's the message that it sends out. So whoever was running New York Magazine at the time, probably some white male, they elected to put that on the cover, and that's men protecting each other. Che è nella componente dell'uomo commettere l'errore. Solo la persona che non vuole conoscere e che non osserva determinate cose persevera in quell'errore. Ce que j'aime beaucoup dans les documentaires True Crime, c'est lorsqu'on revient sur des affaires anciennes et qu'on peut voir les défaillances des institutions, surtout aux États-Unis. Ce qu'ils montrent, ce n'est pas seulement des crimes, ils révèlent aussi la manière dont les crimes sont traités et surtout maltraités. À la crime, à cette époque-là, la police scientifique est totalement archaïque. Mais grave. Le service de l'identité judiciaire qui s'occupe de faire les prélèvements sur les scènes de crime, c'est un ramassis de biturins et de mauvais qu'on a mis au placard, là, alors que ça devrait être le service de pointe. Ça ne l'est pas. Nei video della polizia scientifica c'era molto caos.
Si vede chiaramente un via vai di persone senza alcun dispositivo di protezione. I calzari non venivano cambiati e pochissime volte vengono cambiati i guanti. Quand on met ces affaires bout à bout, un constat s'impose. Les erreurs judiciaires, les enquêtes biaisées ou les décisions absurdes ne sont pas des accidents isolés. Elles répondent à des logiques structurelles. You know, a lot of people didn't do their jobs. Reporters, police, prosecutors, defense lawyers. This was a proxy war being fought. And these young men were the proxies for all kinds of other agendas. And the truth and the reality and justice were not part of it. D'abord, ces logiques reposent sur des biais, notamment raciaux. Je suis souvent partagée entre sidération, frustration et colère lorsque je regarde un docu. Tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve. C'est vrai, il m'énerve. L'affaire des Central Park Five en est un exemple particulièrement frappant. En avril 1989, une joggeuse est agressée à Central Park avec une violence extrême. Frappée par derrière, traînée par terre sur près de 90 mètres, agressée physiquement et sexuellement, violée et battue puis laissée pour morte dans le parc, elle sera découverte quelques heures plus tard dans la nuit, puis conduite à l'hôpital où elle passera 12 jours dans le coma avant de se réveiller avec de profondes blessures psychologiques et physiologiques. Très vite, dans un climat de tension raciale et politique pénale ultra répressive, la police arrête 5 adolescents noirs et latino-américains âgés entre 15 et 16 ans. Ils sont interrogés pendant des heures, sans avocat, leurs aveux sont guidés, fabriqués. They was coaching me and I was writing it down. He just fed it to me. Well, what did he do? What did Antron McCray do? He gave me the names, I put them in. I couldn't tell you who they were, who they looked like. If he would have gave me 100 names, I would have put 100 people at the crime scene. And I was like, how could they lie? So I was like, I'm gonna get them back. At that point, I told myself I just want to go home. Ils seront condamnés avant d'être innocentés des années plus tard grâce à l'ADN, sans excuse, sans reconnaissance de la faute de la justice et de celles-là qui l'ont porté. But the people who suffered most with the rise of criminality, gang wars, drug wars, were actually the people we blamed. Most of the homicides were young, poor, working class, black and brown kids. And the dominant social message was, no one cared if you lived or died. Ce type d'affaire ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue, marquée par des fantasmes raciaux profondément ancrés dans la société américaine, l'homme noir comme danger, comme menace pour les femmes blanches. On peut faire le lien avec le cas d'Emmett Till, lynché, torturé et assassiné en 1955, après avoir été accusé d'avoir sifflé une femme blanche, ou encore avec le film Birth of a Nation, qui a contribué à populariser ces représentations. The most endangered species in America, that was a popular phrase. Was the young black man. Autrement dit, le système ne cherche pas seulement des coupables, il valide des récits déjà existants. Et ces logiques se voient dans les chiffres. La surreprésentation des Afro-Américains dans les prisons ne reflète pas la criminalité naturelle, mais des biais systémiques. Contrôle policier, inégalité sociale, traitement judiciaire différencié. À partir des années 1970, on assiste à une politique sécuritaire de law and order qui trouve sa justification dans la guerre à la drogue et la guerre au crime. On attribue souvent à Ronald Reagan ce renversement, et c'est en partie vrai. Mais 10 ans avant lui, Nelson Rockefeller a signé en tant que gouverneur de l'État de New York les premières grandes lois répressives. En fait, les processus profonds qui sous-tendent cette évolution doivent plutôt être rapportés à la réaction hostile suscitée par le mouvement des droits civiques dans la majorité blanche qui a vu dans la minorité noire émancipée une nouvelle classe dangereuse. En 3 décennies, sous l'effet de lois imposant de très sévères peines planchers, la population carcérale des États-Unis a été multipliée par 7 avec proportionnellement 8 fois plus de prisonniers noirs que de prisonniers blancs. Et même chose en France. Une étude de Fabien Jobard et René Lévy du Centre national de la recherche scientifique a montré que les hommes perçus comme noirs ou arabes ont beaucoup plus de risques d'être contrôlés par la police. L'étude a confirmé que les contrôles d'identité effectués par les policiers se fondent principalement sur l'apparence, non pas sur ce que les gens font, mais sur ce qu'ils sont ou paraissent être. Les résultats montrent que les personnes perçues comme noires et les personnes perçues comme arabes ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme blanches. Et même si les statistiques ethniques sont interdites, on observe que les personnes étrangères représentent environ 23% des détenus pour environ 10% de la population. Autrement dit, ces chiffres ne disent pas qui sont les plus violents, ils montrent surtout comment certaines populations sont plus exposées au système pénal. Quand on lit Bourdieu qui dit que l'une des conditions du succès de la violence physique,
de l'État, c'est la violence symbolique. Là, on voit très exactement que la force publique revendique le monopole du contrôle sur une classe d'âge, ou alors sur une fraction de la jeunesse, qui est la jeunesse des banlieues. Elle n'aura le droit à l'éducation publique qu'à partir du moment où elle s'est mise à genoux. C'est à peu près ce que ces images-là nous disent. The children who were being killed were primarily poor, primarily black, and no one gets terribly concerned. But Mrs. Bell, the police chief and police commissioner of this city are black. That has nothing to do with poverty. Ensuite, ces biais influencent directement les méthodes d'enquête. Les interrogatoires forcés en sont une illustration récurrente. Dans de nombreuses affaires, les aveux ne sont pas obtenus pour établir la vérité, mais pour confirmer une hypothèse déjà construite. On le voit dans l'affaire de Stephen Avery aux États-Unis, dans celle d'Amanda Knox en Italie, ou encore dans celle de Muriel Boll face aux gendarmes français. Des aveux obtenus sous pression, sans avocat, après des heures d'interrogatoire et de fatigue accumulée. They kept asking questions. No food, no drink. I didn't eat. I didn't get no sleep. And I didn't know when it was gonna end. Confrontation followed by denial, followed by you're a liar, I want to hear the truth, can go on for hours. And the goal there is to break the suspect down into a state of despair, into a state of helplessness, so that the suspect gets worn down and is looking for a way out. He just kept asking the question again and again and again. No, why did you say Patrick Lumumba? You made me believe I met Patrick Lumumba. Therefore, I said Patrick Lumumba. Elle a dit ce que les gendarmes voulaient entendre. Et même lorsque la vérité est connue, cela ne garantit pas que la justice soit rendue. L'affaire de Marisela Escobedo au Mexique le montre de manière tragique. Le meurtrier de sa fille avait avoué, mais a été acquitté, notamment parce qu'une réforme judiciaire, pourtant pensée pour limiter les faux aveux, rendait ce type d'aveu insuffisant sans éléments matériels. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Mais dans ce cas précis, cela a contribué à l'impunité. L'assassin de sa fille sera ensuite reconnu coupable en appel, mais il aura déjà pris la fuite, protégé par un cartel. Et les institutions ne feront rien pour le retrouver. C'est dans ce contexte d'abandon institutionnel que Marisela va parcourir tout le pays et continue à se battre pour obtenir justice, dénonçant les défaillances de la police et la corruption de la justice. La goutte, c'est trop une goutte, en fait. Estamos entrando por todas las ciudades, pegando pesquisas, haciendo caminatas de 2 horas y que sepan que se trata de un asesino y que como burla para él, la mamá de la muchacha con la que está se llama igual que yo, se llama Marisela. Entonces él me va a recordar siempre y va a saber que siempre voy a andar pisándole los talones, hasta donde tenga que llegar. Y vamos a seguir con lo mismo, a buscarlo por toda la República. Así tenga que vivir yo en las carreteras, eso voy a hacer. Elle sera malheureusement assassinée devant le palais de justice de Chihuahua alors qu'elle manifestait contre la corruption des gouverneurs. Ces défaillances ne s'arrêtent pas aux interrogatoires ou aux décisions de justice. Elles se retrouvent aussi dans quelque chose de plus invisible, mais tout aussi crucial, la manière dont les institutions communiquent ou ne communiquent pas. Il y avait la guerre entre police et gendarmerie. C'est-à-dire que la police ou la gendarmerie voulait à tout prix se faire saisir d'affaires intéressantes, comme la concurrence entre commerçants. Chacun a quelque chose à vendre. Various police departments weren't sharing information across jurisdictional lines. This became blatantly obvious fairly early on in the series of murders. I would call a police department and say, how many girls are you missing? We have one missing here, and I said, how many are missing in Seattle? I don't know. There was sort of a lack of communication between the agencies because you guys couldn't catch him, we will. And that was the attitude. In 2 cases in my area, I was kicked out of the town, told they didn't need my help, didn't want my help. 2 weeks later, I get hit again, just because agencies didn't work together. Je vais vous parler de ce qui est, je pense, un de mes documentaires préférés, celui sur le Golden State Killer. Cette série documentaire de HBO, tirée du livre Et je disparaîtrai dans la nuit, écrit par Michelle McNamara, une passionnée de true crime, reprend l'enquête que cette femme a effectuée plus de 30 ans après le dernier meurtre connu. Le Golden State Killer a sévi en Californie entre 1974 et 1986. Il rôde, analyse et prépare parfois ses futures intrusions dans les maisons de ses victimes pour pouvoir entrer chez elles et les réveiller en pleine nuit. Il attache les hommes présents avant d'amener la femme
femme dans une autre pièce où il la viole à répétition avant de s'éclipser. Durant des années, il va violer en série avant de se livrer à plusieurs meurtres. Et puis, du jour au lendemain, il disparaît. Pendant des décennies, l'affaire reste non résolue. C'est là que McNamara entre en jeu. Sans être policière ni enquêtrice, elle se passionne pour cette affaire et décide de reprendre le dossier. Elle recoupe les témoignages, compile les archives, met en lien des affaires que les autorités n'avaient pas forcément reliées entre elles, essaye des pistes non explorées par les enquêteuristes de l'époque. The amazing thing about this DNA technology is like every 3 months it gets better. Within a year, we probably will have the family tree. What I love is this intersection of sort of technology and crime solving, in that people can get sort of wheeled out of their house for something they did in 1957 because of the internet, because of DNA. Et surtout, elle contribue à remettre l'attention publique sur un cold case oublié et à relancer l'enquête. Malheureusement, McNamara meurt en 2016 avant d'avoir terminé son livre et son enquête. Mais son travail ne s'arrête pas là. Son entourage, les journalistes, les podcasteurs et les enquêteurs, notamment Paul Haynes et Paul Holes, reprennent ses recherches. Et quelques années plus tard, en 2018, l'affaire est enfin résolue grâce aux avancées de l'ADN, notamment via la généalogie génétique. This is how it ends for you. You'll be silent forever, and I'll be gone in the dark. You threatened the victim once. Open the door. Show us your face. Walk into the light. Les avancées scientifiques, comme l'ADN, ont mis des années à être pleinement intégrées dans les enquêtes. Les défaillances qu'on a évoquées ont aussi été aggravées par une résistance au changement. Malheureusement, alors que les Anglais ont déjà un fichier depuis longtemps, etc., nous, on n'a pas de fichier. Voilà, si on avait un fichier, peut-être que là, on serait en train de l'arrêter, de l'identifier et de l'arrêter, quoi. Mais bon, ça nous manque. Il milite, comme tous les policiers de la crime, pour la constitution d'un fichier d'empreintes génétiques. Et il y a pas mal de résistance en France parce que ce fichier fait peur. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, n'a été créé qu'en 1998 en conséquence de l'affaire du tueur de l'Est parisien, l'affaire Guy Georges. Au final, ce que révèle le true crime, c'est un paradoxe. D'un côté, il expose les failles du système, biais, erreurs, manque de coordination, impunité, mais aussi que le crime est un révélateur global des abus de pouvoir. On en retrouve dans le milieu de la santé, la politique, l'église ou la famille. Didn't think any abuse was going on. It's like when you're abused, but you lived that way your whole life, you don't really know that you're being abused. You don't know any different. Et la violence ne vient pas seulement des agresseuses et des institutions, elle peut aussi venir du true crime lui-même, qui construit des récits simplifiés, orientés et parfois idéologiques. Les agressions de Cologne en 2015 en sont un exemple marquant. Des faits graves et réels, mais dont le traitement médiatique a rapidement dépassé les faits eux-mêmes. L'affaire a été amplifiée, instrumentalisée pour construire un récit, celui d'une violence étrangère, importée et menaçante. Un récit qui a été utilisé pour légitimer des discours politiques anti-immigration et islamophobes. Il y a eu deux choses. Il y a eu très peu d'informations dans la presse, donc très peu d'informations qui nous permettaient de savoir ce qui s'était passé. Anne-Cécile Maillefer, Fondation des femmes. Et d'un autre côté, beaucoup de bruit nauséabond qui venait manifestement de personnes d'extrême droite ou partageant les idées de l'extrême droite et de sites d'extrême droite. Donc quand on est face à ça, la première chose à faire, c'est d'être prudent et d'attendre de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de surréagir à quelque chose qui est manifestement nourri par l'extrême droite. Il y a un deuxième élément, ce sont des témoignages qu'on n'a pas vus dans la presse française, mais qui étaient, par exemple, dans un journal respectable, comme le Guardian, de femmes qui étaient dans cette foule et qui ont vu certains des hommes qui étaient en quelque sorte en train de diriger les autres et de les relancer pour qu'ils aillent à nouveau agresser des femmes ici et là. Donc, premièrement, il y aurait préméditation et deuxièmement, il y aurait aussi une organisation. Des vidéos terrifiantes, réutilisées par des sites d'extrême droite et même la télévision hongroise, qui prétendent qu'il s'agit d'images de Cologne, alors qu'elles ont été tournées au Caire 3 ans plus tôt. Le problème, c'est qu'on a parlé de ces hommes, encore une fois, avec ce filtre de la peur, de l'invasion de migrants qui viendraient violer les femmes en France, etc. On doit s'interroger sur pourquoi, lorsque ce sont des Arabes, on va mobiliser une grille de lecture culturaliste. Pourquoi on ne le fait pas lorsque ce sont des Français ? Pourquoi on ne le fait pas lorsque ce sont des Allemands ? Autrement dit, on culturalise la violence sexuelle. Il y a une manière
de croire qu'il y a des cultures violentes et des cultures qui ne le seraient pas. C'est un parfait exemple d'en quoi le true crime ne se contente pas de dénoncer, il oriente aussi sur une narration. Parce que ces récits ne circulent pas seuls, ils passent par un filtre, celui des médias. Que la presse a joué un rôle sain ou malsain selon vous? Moi, il me semble que les gens ont toujours un besoin d'identification et de s'identifier non pas à des monstres, mais à une certaine forme de monstruosité. C'est-à-dire un événement monstrueux qui arrive à des gens ordinaires. À partir de là, si c'est de l'identification, ça devient un spectacle. Cette phrase résume parfaitement le rôle ambigu du true crime. On l'a vu au début de cette vidéo, le fait divers n'a rien de nouveau. Depuis des siècles, le crime fascine, attire et captive. Et la presse, hier comme aujourd'hui, ne s'est jamais privée d'en faire un objet de récit, parfois d'information, mais aussi de consommation. Le rôle des médias est pourtant essentiel. Informer sur une disparition, relayer un avis de recherche, médiatiser une affaire peut aider à retrouver une personne, à faire avancer une enquête, à mobiliser l'opinion publique. Sans cette visibilité, certaines affaires resteraient totalement invisibles. Mais cette médiatisation a un revers, parce que très vite, l'information devient narration, et la narration devient spectacle. On l'a vu de manière extrêmement violente dans l'affaire Villemain, la famille a été littéralement assiégée par les journalistes, caméras devant leur maison, intrusion, pression constante. Des informations diffusées en continu, parfois sans vérification, des rumeurs, des accusations publiques. La presse a fait pression sur la famille, mais aussi la justice, qui du coup a fait des erreurs. Ça veut dire qu'elle était dans la voiture? Elle était dans la voiture. Jusqu'où? Pour le trajet, jusqu'à l'éponge. La conférence de presse plus ou moins improvisée de Jean-Michel Lambert pose un gros problème parce que le juge d'instruction vraiment dépasse les bornes, il franchit la ligne jaune. Et il n'aurait pas dû donner le nom de Muriel. Cette mise en cause de la mère, elle dit une fascination pour l'horreur, quoi. C'est-à-dire que plus c'est mal pour la société, meilleur c'est, quoi. Donc ça veut dire que collectivement, on est tous à la recherche d'une sorte de mal absolu, quoi. Dans ce cas-là, la presse n'a pas seulement raconté l'affaire, elle y a participé, elle l'a déformée et elle a contribué à brouiller la frontière entre enquête judiciaire et feuilleton médiatique. La presse a un peu de sang sur les mains, car c'est certainement en grande partie son influence qui a fait qu'un homme en a tué un autre. Et ce phénomène ne se limite pas à la France. Dans l'affaire de Lorena Bobbitt en 1993, on assiste à quelque chose de très révélateur. Après des années de violences conjugales physiques, sexuelles et psychologiques, Lorena coupe le pénis de son mari. Et immédiatement, toute l'attention médiatique se focalise sur le pénis. Le fait qu'il ait été retrouvé, puis recousu, et qu'il fonctionne très bien. Will he ever have a normal sex life again? I'm optimistic that he'll regain virtually all of his normal function, but we absolutely don't know, and we really won't know for 2 entire years. It's possible he could still be a sexual cripple. This is just, something to show everybody that I'm healed and fully functional. I still can have sex and it doesn't leak, John Bobbitt est même capable de se construire une carrière médiatique et pornographique grâce à sa nouvelle célébrité. Pendant que les violences subies par Lorena, son traumatisme et son histoire passent au second plan. Elle est même moquée, jugée folle et hystérique. There's nothing wrong with journalism being entertaining. Not everything has to be spinach. There's nothing wrong with tabloid stories. Ici, les mêmes biais sexistes et misogynes contaminent les récits racontés par les médias. Ces biais qui proclament que les victimes sont tous des menteuses, qui n'en ont qu'après l'argent. Des biais racistes aussi, on l'a vu avec les agressions de Cologne, mais il y a aussi l'exemple du syndrome de la femme blanche disparue. En anglais, The Missing White Woman Syndrome, qui illustre comment les disparitions des femmes blanches, jeunes, souvent issues de milieux favorisés, bénéficient d'une couverture médiatique massive, alors que celles des femmes racisées, précaires ou marginalisées restent souvent invisibles. Interracial rapes are covered differently. And there was another major rape in the city at the time. And this is the woman who was raped in Brooklyn and thrown off a rooftop. That got little to no coverage because the assailants and the victim were in the same racial group. Black American hero killing white woman was a giant thing. It was banded as the trial of the century. And my mother said, if O.J. had killed Marguerite, this would not be the trial of the century, and his black ass would be in jail.
Cette différence de traitement, on la voit encore aujourd'hui, que ce soit pour le traitement des disparitions des femmes, mais aussi des enfants. Certaines affaires deviennent nationales, omniprésentes, et d'autres sont traitées de manière locale, ponctuelle, ou même disparaissent dans le silence. Ces biais médiatiques influencent la manière dont on perçoit les victimes, mais aussi les agresseuses, en assistant à une inversion totale des rôles. On s'intéresse à leur carrière, à leur souffrance, à leur chute, on cherche à comprendre, à nuancer, à humaniser, pendant que la victime, elle, disparaît du récit. Même pire, elle est calomnisée, jusqu'à être rendue coupable de son propre sort. Et puis surtout, il pleure énormément. C'est absolument terrible, c'est terrible. Et en fait, à ce moment-là, les journaux titrent « La poignante confession de Bertrand Cantat ». Les premiers mots de l'article parlent des larmes de Bertrand Cantat. Il est décrit comme un homme amaigri. On parle d'un homme qui a tué une femme, mais le ton de l'article provoque de l'empathie pour lui. Tinha que se criar uma história de ficção para vender cada vez mais. On voit donc que l'objectivité journalistique est assez rare. Et on peut dire la même chose du contenu de True Crime qu'on consomme aujourd'hui. Parce que ce qu'on consomme, ce ne sont pas des faits bruts, ce sont des histoires construites, montées et orientées. We know that happens. We know it happens. What's the difference here? Because he can do the moonwalk? Because he can make good music? Because he can make anything into a hit? Two things can be true. Peut-être que mon intérêt pour les faits divers a commencé avant 2016, avant de binger les docus Netflix. Je me souviens, lorsque j'étais en primaire, il y avait une affiche qu'on voyait partout, à l'entrée du gymnase, de la piscine, un visage qu'on nous demandait de reconnaître. C'était celui d'Estelle Mouzin, une fille d'à peu près mon âge. Je me souviens être restée longtemps devant l'affiche, un jour, à bien la regarder, à bien mémoriser les traits de son visage, pour être sûre que si je la croisais, je pouvais la reconnaître. Sauf qu'en réalité, je ne risquais pas de la croiser. Je ne le savais pas, mais Estelle avait été enlevée à plus de 60 km de chez moi. Le True Crime a vraiment changé ma perception du monde. Je suis assez nihiliste, un peu pessimiste et super parano. On va tous crever. Il m'arrive de finir un docu complètement vidé, frustré et agacé, avec cette sensation d'injustice qui me reste coincée dans l'estomac. Et cette accumulation, elle produit en moi une colère. Connard, sale keuf, nique la police, nique la police, Une colère qui n'est pas juste émotionnelle, elle est politique. Parce qu'à force de voir toutes ces défaillances, on comprend que ce ne sont pas des accidents, ce sont des symptômes. Heureusement, il y a un aspect du true crime qui restaure ma foi en l'humanité, faut l'admettre. C'est lorsque j'entends, après avoir écouté des histoires horribles, des récits de personnes qui ne lâchent rien, qui se sont battues pour obtenir justice, pour obtenir des réponses ou des réparations. Et souvent, ce sont des femmes d'ailleurs. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Ces mères, ces proches, ces survivantes, ou même de parfaites inconnues qui décident de se battre pour des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés. J'étais l'emmerdeuse de service, mais je ne le regrette pas. Je voulais faire une co-enquête. Mais j'ai dit, oui, ben c'est bien une co-enquête. Vous avez fait ça, ben ça, et ça, vous avez fait ça, et ça, vous avez compris. Eh bien, évidemment, ça les fatigue, et donc, oui, je les ai pas lâchés, quoi. Depuis le début, je les ai pas lâchés. But there's a massive number of trans women who have been murdered, and their cases have just gone cold. And they're yelling out from their graves. I want to try to give Marsha justice before I leave. Je pense par exemple au système Amber Alert, qui a été créé après l'enlèvement et le meurtre d'Amber Hagerman en 1996. L'enfant n'a pas été sauvé, mais l'indignation collective a permis de créer un outil concret, aujourd'hui utilisé pour retrouver des enfants disparus. On l'appelle pas comme ça en France, mais on s'en est fortement inspiré. Et c'est ça aussi le true crime. Pas seulement consommer de la violence, mais aussi voir ce que les gens en font. Do you like crime shows? Oh, I love crime shows. My husband says my Netflix queue looks like I'm a serial killer. Why? I don't understand. It's all crime. You've lived your own crime show. Why do you worry? Maybe I still resonate on some level with that kernel of being the victim of a crime and wanting to see justice done for anybody that perpetrates crime on someone else. So you like to see how the story ends? Oh, yeah. I want to see the bad guy get put away. Récemment, France TV Slash et Live ont proposé une réflexion sur l'éthique du true crime. Et la question est essentielle, parce que le true crime n'est pas un bloc uniforme. C'est pas seulement des serial killers, des féminicides ou des affaires sanglantes, c'est un genre extrêmement varié, qui touche aussi à la médecine, à l'argent, à l'usurpation d'identité, aux violences intrafamiliales, etc. Et surtout, tous les contenus ne se valent pas. Alors que certains contenus prennent le temps d'analyser les faits, les mécanismes sociaux et les failles institutionnelles, d'autres, au contraire, mettent en scène des crimes comme un spectacle. Ils stylisent la violence, érotisent les meurtriers, effacent
efface les victimes au profit du prédateur. Ryan Murphy, on te voit, hein. C'est pas parce que t'as créé Glee que tu peux tout te permettre. Gay. Oh my gosh, I opened my mouth and a little purse falls out. Okay. Et c'est là, je pense, que le true crime devient intéressant politiquement. C'est en tout cas ce qui a nourri ma fibre militante, c'est ce qui m'a ouvert la porte vers la criminologie et la sociologie, parce qu'au fond, ces récits ne parlent pas seulement de crime, ils parlent de pouvoir. Du pouvoir exercé sur d'autres personnes, du pouvoir de la police, des médias et de la justice, du pouvoir des hommes sur les femmes, des adultes sur les enfants, des riches sur les pauvres. Mais aussi du pouvoir de raconter une histoire. Qui est présumé comme crédible, qui est ignoré, qui devient un monstre et qui devient une victime. Et plus je regarde de documentaires, plus il devient difficile d'ignorer à quel point les institutions échouent, souvent précisément là où elles sont censées protéger. Les erreurs judiciaires, les victimes qu'on n'écoute pas, les affaires infectées par le racisme, les violences conjugales minimisées, la police qui fait mal son travail, les affaires classées faute de moyens, les victimes transformées en suspects. À force, la colère devient inévitable. Mais depuis peu, j'ai l'impression qu'elle se transforme. Un peu comme si je faisais un deuil, ma colère s'estompe et la résignation fait place à un sentiment d'acceptation, mais aussi l'envie de réparer et de trouver des solutions. Parce que après avoir vu autant de procès, autant de condamnations, autant d'erreurs, je finis par me demander, est-ce que notre justice actuelle aide réellement les victimes à guérir? Est-ce qu'elle empêche les violences de recommencer? Et surtout, pourquoi notre système semble davantage vouloir punir que prévenir? It's like high fives and cheers and smiles, and he said, I heard it over and over. That was payback for Rodney King. That was payback. You think that's right? Il est nécessaire d'apprendre à se passer du système judiciaire qui, dans la forme actuelle, est punitif plutôt que transformatif, reproduit les systèmes de domination et ne répond pas assez aux besoins des victimes. Le conflit ou le fait de violence est l'opportunité pour le groupe et les individus de se transformer. C'est le moment où s'éclairent les dysfonctionnements latents, les normes sociales, et c'est l'opportunité de les travailler pour aller vers une société plus juste et égalitaire. Ce sont des questions auxquelles je m'intéresse de plus en plus. Dans la prochaine vidéo, j'ai envie d'utiliser les affaires d'accusation contre Michael Jackson comme étude de cas pour parler des limites de la justice punitive, de notre rapport aux célébrités accusées, de la manière dont on reçoit la parole des victimes, mais aussi des autres formes de justice possibles, la justice transformative et la justice réparatrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins qu'elle aura changé votre avis sur le true crime ou donné envie d'y réfléchir. Si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee, ou alors à vous abonner ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout que si je dois encore voir Donald Trump apparaître dans un documentaire true crime, mais je vais me foutre en l'air, il est partout, j'en peux plus de voir sa tête. Au secours en fait. Bon allez, bye.